Basically have a node that was running here in our server. Donc, après cet exposé, on a une deuxième contribution avec Fabien Le Tourneau, donc, qui est directeur scientifique dans le groupe SNCF. Il est docteur en vibroacoustique, peut-être nous en direz deux mots, le lien avec la chimie. Et puis, il va nous faire un retour d'expérience sur justement tout ce qui est innovation et grands défis dans ce grand domaine du ferroviaire. À vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. L'assistance est assez impressionnante. J'espère que je vais parvenir à vous intéresser. Et il y en a beaucoup en vidéo. Et il y en a beaucoup en vidéo. Merci pour cette pression supplémentaire. Alors, moi, alors, on n'a pas beaucoup parlé de ferroviaire depuis ce matin. Là, j'ai entendu beaucoup parler d'aviation, j'ai beaucoup entendu parler de routier. Un petit peu de navire, mais pas du tout de ferroviaire. Alors je suis là pour ça, j'espère vous apporter un éclairage. Donc mon propos, il est de vous apporter un éclairage à la fois sur qu'est-ce qu'on fait en termes d'innovation dans le domaine ferroviaire, quels sont les défis qui nous attendent, et puis également en essayant de raccrocher tout ça à la thématique du jour, qui est la thématique de la chimie. Donc, le sommaire de mon propos aujourd'hui, c'est dans un premier temps, je vais vous présenter en quelques mots le groupe SNCF, ses enjeux d'entreprise, ses enjeux d'innovation, avant de passer ensuite sur quelques exemples de en quoi la chimie est partie prenante du transport ferroviaire. Donc je ne vais pas faire mon propos, mon but il n'est pas d'être exhaustif, mais juste de vous donner un éclairage sur quelques exemples de manière à vous montrer en quoi la chimie intervient dans ce secteur. Donc tout d'abord, trois exemples. Tout d'abord, une thématique autour de la décarbonation de la mobilité ferroviaire. Bien évidemment, tout ça c'est dans l'objectif de réduire l'empreinte environnementale. Le deuxième sujet, ça va tourner autour des matériaux innovants, à la fois au service d'une amélioration de l'exploitation, de la circulation des trains, mais également dans une perspective d'amélioration du confort du client, puisqu'on est une entreprise de service avant tout. Et enfin, une petite exploration dans le monde des lubrifiants, qui sont... alors j'essaierai de vous montrer en quoi ces lubrifiants peuvent être spécifiques au secteur ferroviaire. Alors tout d'abord, le groupe SNCF. Alors, le groupe SNCF, tout le monde le connaît, ou plutôt pense le connaître, mais en fait, la réalité, elle est un tout petit peu plus complexe. Donc, en tête, vous avez l'ASA Holding, la SNCF Holding, la société mère, dans laquelle il y a une direction technologie, innovation, projet groupe, à laquelle j'appartiens. Et sous cette société mère, il y a 6 sociétés filles. SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure, celui qui possède le réseau ferré national, celui qui l'entretient. Gare et Connexion qui possède les gares et qui les gère, et Gare et Connexion étant une société fille de SNCF Réseau. On a également SNCF Voyageurs, qui est alors peut-être celui que vous connaissez le plus, puisque c'est l'opérateur ferroviaire, celui qui fait circuler les trains, celui qui transporte les passagers. On a ensuite Rail Logistique Europe. Rail Logistique Europe, c'est une société qui chapeaute l'ensemble des activités à la fois fret et logistique ferroviaire dans le groupe. Et puis, on a 2 grosses filiales, Geodis, qui est un acteur majeur, un leader mondial du transport routier. Donc, c'est peut-être quelque chose peut-être qui vous surprend, mais SNCF, le groupe SNCF est un des acteurs majeurs du transport routier. Et puis, on a Keolis. Keolis, c'est un des leaders mondiaux également dans tout ce qui est mobilité partagée, donc un opérateur de transport urbain et périurbain en France et dans le monde. Et à l'intérieur de chacune de ces sociétés, on va retrouver tout un tas de filiales qui vont également travailler pour ces sociétés filles. Alors, le groupe SNCF, en quelques chiffres, c'est quoi? Alors, j'ai les chiffres 2024, parce que le rapport d'activité 2025 n'est pas encore sorti, mais le groupe SNCF, c'est plus de 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de plus de 25% par rapport à 2019. Alors, on dit 2019 parce que c'est l'avant-Covid, c'est ce qui permet d'avoir une référence à peu près, on va dire, utile. C'est également 15 000 trains par jour, dont 6 000 en Île-de-France.
SNCF, c'est 5 millions de voyageurs quotidiens, dont 2 tiers en Île-de-France. C'est 290 000 salariés dans le monde, un peu plus de 200 000 en France, 28 000 km de voies ferrées sur le réseau ferré national en France, et dont environ un peu moins de 3 000 km de LGV. Et puis, pour se raccrocher peut-être à la présentation précédente de Total Energy, c'est une consommation de plus de 17 TWh d'énergie dans le monde, dont 13 TWh en France, et en termes d'électricité, on consomme chaque année plus de 7 TWh d'électricité, et donc on est le premier consommateur d'électricité en France. Industriel, bien sûr. Alors, l'ambition de SNCF, c'est d'être un leader mondial de la mobilité durable d'ici 2030. Pour cela, on a trois enjeux majeurs pour répondre à cette ambition. Bien évidemment, assurer la transition écologique, voilà, s'insérer dans cette mouvance. On a un deuxième enjeu qui est de s'affirmer par rapport à la concurrence, qu'elle soit modale, c'est-à-dire vis-à-vis des avions, vis-à-vis du routier, et également du maritime, mais également intramodal, puisqu'il y a la concurrence qui arrive, elle est là. Les opérateurs ferroviaires, dans le fret, ça existe déjà depuis des dizaines d'années, enfin plus d'une dizaine d'années, mais également dans le domaine passager, il y a une concurrence de plus en plus féroce qui arrive sur le réseau français. Et enfin, le dernier enjeu, c'est un enjeu client. Il faut absolument qu'on mette le client au cœur, et donc ça, c'est un axe important de notre développement. Donc pour répondre à ces trois enjeux, il y a 5 leviers principaux. Le premier, c'est de maîtriser les coûts, ce qu'on appelle faire le ferroviaire moins cher. Et ça, pour cela, il faut développer des technologies qui permettent de réduire le coût du train par passager transporté ou par tonne de marchandises transportées. Le deuxième grand axe, c'est un axe de digitalisation. Alors, bien évidemment, l'intelligence artificielle, bien évidemment, tous les aspects de télécom avec la 5G, l'avènement de la 5G, mais également tout ce qui est IoT, tout ce qui est objets connectés, qui permettent de rendre la surveillance de nos assets, qu'ils soient infrastructures, donc les voies ou à l'intérieur des trains, beaucoup plus pertinent, anticiper les pannes, maintenir les trains, améliorer la disponibilité de tous nos assets. Et puis, cette digitalisation, elle permet aussi de faire circuler plus de trains sur une infrastructure donnée. On peut faire succéder les trains plus rapidement parce qu'on sait précisément où est-ce qu'ils se trouvent. On arrive à optimiser leur circulation. Troisième levier, un levier d'augmenter ou de parfaire notre offre de mobilité, aussi dans les territoires. Il n'y a pas que la LGV, il y a tout ce qui est aménagement du territoire qui est très important. Donc on développe pour cela des nouvelles solutions de mobilité, des trains beaucoup plus légers qui permettent d'aller sur des voies peut-être moins bien entretenues ou qui sont circulées de façon moins importante. On a également un enjeu fort en termes d'énergie. Alors, en termes d'énergie, à la fois pour donc répondre à l'enjeu de transition écologique, ça c'est l'abandon du diesel, même si aujourd'hui on a encore, le réseau ferré est très électrifié, il reste encore de nombreuses lignes qui ne le sont pas. Et donc, sur ces lignes-là, il y a du diesel, des rames diesel qui circulent, et donc on a des projets qui sont très avancés pour supprimer ce diesel à horizon 2030. Et enfin, dernier axe, un axe de normalisation. Là, c'est plutôt un axe de lobbying, normalisation, réglementation. On est un acteur. Si on veut que toutes nos solutions technologiques elles se déploient en opérationnel, il faut faire évoluer la réglementation. Et donc ça veut dire qu'il faut faire des opérations, il faut intervenir auprès des instances réglementaires, auprès des instances normatives pour agir. Et donc on est présent, très présent dans les instances normatives, on est très présent dans les instances réglementaires et on essaye de faire évoluer pour faire valoir celles-ci, pour faire valoir nos intérêts. Et quand je dis nos intérêts, c'est les intérêts, bien évidemment, au service de nos clients. Voilà, donc maintenant que j'ai présenté un petit peu globalement nos enjeux, en quoi finalement la chimie intervient là-dedans. Donc sur le premier axe, qui est l'axe de la décarbonation de la mobilité ferroviaire, donc pour répondre à l'enjeu de transition écologique. Donc je vous disais qu'on développait notamment pour les territoires un certain nombre de solutions techniques
qui permettent de bannir à horizon 2030, 2030 ou 2035, excusez-moi, je ne sais plus, le diesel du territoire français. Donc on développe 3 types de solutions. Le train hybride, qui est un train dans lequel la moitié des moteurs thermiques sont remplacés par des batteries. Et donc ça permet de circuler de façon plus, on va dire, lorsque le train n'est pas sous caténaire, donc sous le fil d'alimentation qui est relié par le pantographe. Donc au lieu de faire fonctionner les moteurs diesel, on fait fonctionner des batteries. Donc ça, c'est beaucoup, voilà, ça permet de réduire assez significativement la consommation. On a un deuxième type de train, qui est cette fois-ci un train neuf, dans lequel on remplace, finalement, ce sont des trains bimodes également, un train qui est toujours alimenté par caténaire, mais lorsque il est plus sous caténaire, on peut l'alimenter à travers une pile à combustible, donc c'est le train à hydrogène, avec des batteries également qui permettent d'apporter, on va dire, un peu de souplesse dans l'utilisation. Là, on a une autonomie, on va dire, on espère beaucoup plus importante, de l'ordre de 600 km. Et enfin, on a un train batterie, où là, tous les moteurs diesel sont remplacés par des batteries. Donc c'est toujours un train bimode, un train qui fonctionnerait et qui se rechargerait avec la caténaire, mais lorsqu'il fonctionne, on va dire, sans caténaire, au lieu de faire fonctionner les moteurs diesel, on le fait fonctionner avec des batteries. Donc tous ces trains sont des trains encore prototypes. On a des premiers de série qui sont en cours de test, d'essai, mais vous voyez, il y a des échéances qui sont assez rapprochées pour les mettre en œuvre. La transition écologique, ce n'est pas que la transformation des matériels roulants, c'est également des économies d'énergie, et ça, c'est notamment pour permettre à SNCF d'éviter de subir les fluctuations de prix de l'électricité, comme on a pu le voir je crois que c'était en 2022 ou 2023. Donc, pour cela, SNCF s'est engagée à produire elle-même son électricité pour une partie de ce qu'elle consomme. Donc on avait vu 7 TWh par an d'électricité. Quand on l'achète, ça fait un petit peu mal. Donc pourquoi ne pas la produire, sachant que SNCF dispose d'emprises assez importantes. Les voies ferrées tout autour, il y a énormément de place. Donc l'ambition de SNCF, c'est d'assurer à horizon 2035 20% de sa production, de sa consommation pour les trains, et à horizon 2050 d'être en complète autonomie pour la traction électrique. Et donc pour ça, il y a différents projets qui existent. Un projet qui s'appelle Ophelia, qui permet de développer des technologies de panneaux photovoltaïques, de déploiement de panneaux photovoltaïques, le long des voies ferrées. Ça pose quelques soucis parce que comme c'est des grands linéaires, il y a énormément de pertes en ligne de la production d'électricité. Et puis on a un projet un peu plus, un peu plus compact, on va dire, ou plus petit, qui s'appelle Solveig, qui lui a pour vocation à déployer des panneaux photovoltaïques, mais plutôt pour des chantiers de façon un peu temporaire, sur des chantiers sur les voies ferrées, donc ou pour des bâtiments. Et puis, associé à ça, puisque tout ce qui est énergie solaire, c'est éminemment intermittent, il faut bien évidemment travailler sur des solutions de stockage. Donc on travaille aussi sur cet aspect de stockage. Donc on voit que l'énergie, la transition écologique, c'est important. Alors en quoi finalement ça c'est relié à la chimie? C'est tout simplement pour travailler sur ces aspects de batterie, il faut bien évidemment travailler sur la compacité, l'intégration donc dans les trains, il faut travailler sur la capacité de ces batteries, et puis il faut travailler sur aussi la partie management system, comment on relie les batteries, comment on les exploite, comment on les maintient aussi en condition, mais ça vous aurez certainement tout à l'heure un exposé très, très performant là-dessus. Au-delà de tout ce travail sur l'énergie, sur les batteries, il y a également au sein de SNCF une réflexion et des travaux, des thématiques autour des matériaux innovants. Donc je vous l'ai dit, à la fois pour améliorer l'exploitation, mais également pour améliorer le confort des voyageurs. Donc un premier aspect, c'est on va dire l'investigation de tout ce qui est matériaux ou revêtements anti-adhérents, antimicrobiens, matériaux opacifiants.
Donc, par exemple, un premier exemple, là sur la gauche, vous voyez, on a testé en grandeur réelle, hein, sur des TGV, des revêtements anti-adhérents en vue d'améliorer la visibilité des conducteurs de TGV, notamment donc, pour appliquer sur les vitrages. Alors pourquoi? Parce que ces vitrages, ils sont soumis à de nombreuses intempéries, bien évidemment, des salissures qui viennent, la poussière vient s'agglomérer, les insectes viennent se fracasser contre les vitrages, et tout ça, ça empêche la visibilité du conducteur. Alors même si dans les TGV, les conducteurs ont toute la signalisation est reportée à bord, hein, à 300 km/h, quand il est sur ligne classique, il faut qu'il puisse observer son environnement, la signalisation en bord de voie. Donc pour améliorer cette visibilité, on a testé, on a fait des recherches et ensuite on a testé différents revêtements anti-adhérents. Est-ce qu'ils permettent ou pas d'améliorer la situation? Et puis le but ultime étant de se passer complètement des essuie-glaces qui sont des équipements supplémentaires, qui ont un coût, qui peuvent aussi avoir des défaillances, et puis qui ont un impact également sur toute l'aérodynamique du train. Donc il y a des perspectives de se passer complètement d'essuie-glaces. Concernant les matériaux antimicrobiens, là, toute cette partie a pris son envol, notamment dans le cadre de la pandémie, hein, le Covid-19. On s'est posé beaucoup la question de comment rassurer les voyageurs qui empruntent les trains et aussi comment s'assurer de l'aspect sanitaire de ces trains. Et donc, on a fait des investigations pour voir est-ce qu'il y avait des produits, des revêtements qui permettaient de limiter la charge microbienne à l'intérieur des trains. Et sur les surfaces, notamment toutes celles qui étaient, toutes les poignées, partout où on s'accrochait. Au-delà de ces revêtements, il y a également aujourd'hui, par exemple, dans le cadre d'un projet européen, une grosse initiative européenne, un projet de robot qui diffuserait par nébulisation des produits antimicrobiens à destination, enfin pour travailler dans les gares, pas dans les gares, pardon, dans les technicentres, à l'intérieur des rames, tout ça en autonomie, de façon à faciliter la désinfection des trains. Donc on voit que c'est un sujet quand même assez important au sein de SNCF. Et enfin, le voyageur, le client n'est pas oublié, puisqu'on travaille également à améliorer l'intérieur de nos trains et comment, par exemple, dans les TGV, on pourrait éviter l'utilisation de stores en utilisant des matériaux opacifiants qu'on appliquerait directement sur les vitrages. Alors les matériaux, c'est également les matériaux composites, hein. On est très très loin de ce qui se fait aujourd'hui dans l'aviation. Mais on teste aujourd'hui des matériaux composites, enfin ils existent à bord des trains, mais de manière un petit peu, beaucoup moins importante que dans l'aérien notamment, parce qu'on a des contraintes moins importantes aussi. On est beaucoup plus impacté par le coût que par le poids. Mais néanmoins, alléger nos trains, c'est important, et on teste des sièges qui sont plus légers, alors à la fois pour les TGV, mais aussi pour tout ce qui est transilien, hein, tous les trains du quotidien. Et la réduction de la masse de ces sièges, avec un objectif d'environ une trentaine de pourcents, ça permet plusieurs choses. Alors, même si on n'a pas des contraintes très fortes comme dans l'aviation, on a quand même des contraintes de ce qu'on appelle de limite de charge à l'essieu, c'est-à-dire le poids total du train lorsqu'il repose sur la voie. Plus le train est lourd, plus il va endommager la voie, il va générer de la maintenance, etc., etc. Donc il y a une masse limite à l'essieu. Par exemple, pour un TGV, un essieu, c'est-à-dire une roue, enfin deux roues avec un essieu, c'est une masse maximale de 17 tonnes. Et cette masse de 17 tonnes, elle est très très dure à respecter. Donc on est déjà passé pour le TGV 2 étages à de l'acier à de l'alu. Sur la structure, mais on poursuit les perspectives d'allègement et sur les sièges, par exemple, ça nous permet d'envisager de mettre de nouveaux équipements à bord, des équipements de confort, ça nous permet aussi d'envisager de mettre plus de personnes à bord et donc de limiter, de faire du ferroviaire moins cher. Et enfin, si on réduit la masse des trains, ça permet également d'éviter de consommer, de limiter la consommation d'énergie et d'éviter les émissions de CO2. Les matériaux composites, c'est également des matériaux qu'on utilise sur la structure. Là, je vous donne un exemple, par exemple, sur l'étrave de TGV. Alors, l'étrave, est-ce que, si j'appuie, non, d'accord. L'étrave, c'est ce qui est en bas, hein, ce qui protège la partie qui est juste, enfin, vous voyez les petits ronds rouges, là, sur la partie gauche. Ça, c'est l'étrave. Donc, cette étrave, elle est très, très sollicitée sur les TGV notamment, parce que, bien évidemment, elle est soumise à tout un tas de chocs
des chocs avec des animaux qui divaguent sur la voie très régulièrement. Ça peut être du ballast, ça peut être tout un tas d'autres objets. Et donc, on a, par exemple, là, je voulais mentionner 450 étraves qui sont cassées chaque année. Donc, 450 étraves cassées, ça veut dire parfois, du coup, des trains qui s'arrêtent en voie, et donc avec tous les impacts que ça peut avoir pour les passagers, mais ça peut être aussi du coup, une baisse de disponibilité des rames. C'est-à-dire que les rames, une fois qu'elles ont fait même si elles peuvent finir leur parcours, ensuite, il faut qu'elles entrent dans un entrepôt de maintenance et qu'on vienne changer ces étraves. Donc, on voit que ça a un impact assez fort en termes de coûts également. Et puis, ces étraves, elles n'étaient pas optimisées d'un point de vue aérodynamique. Donc, tout ça, ça a occasionné un projet qu'on a appelé COCA, qui était un projet d'optimisation de ces formes d'étraves. Donc, on voit sur les graphiques, là, sur les schémas de droite, la partie plus à gauche, c'est l'étrave initiale, la partie plus à droite, l'étrave nouvellement designée. Donc, on a changé ces étraves dans un matériau plus résistant. Donc, auparavant, c'est du polyester. Maintenant, c'est un autre type de matériau composite. On l'a testé au choc. Et on voit sur la petite vidéo qu'on ne voit plus là, si on la voit encore, voilà, comment, à ces chocs, le nouveau matériau peut être beaucoup plus résistant. On a également modifié les fixations pour faciliter les remplacements. Donc, dans les entrepôts de maintenance, dans les techniques centres de maintenance, ça facilite, ça optimise ce remplacement. Et donc, on peut redisponibiliser les rames beaucoup plus facilement. Et puis, la forme a été optimisée de façon à gagner en CX, entraîné. J'accélère. Et donc, fabrication additive, donc là, c'est non plus une innovation sur le matériau en lui-même, mais plutôt sur la façon dont on fabrique. La fabrication additive, ça permet une maintenance beaucoup plus agile, beaucoup plus économe. Pourquoi? Parce qu'on réduit, en faisant nous-mêmes ces pièces, des pièces de rechange, on facilite du coup, le remplacement de ces pièces parce qu'on a moins de délai d'approvisionnement, on a moins de stock, et donc ça optimise la maintenance. On peut aussi, grâce à ça, lutter contre l'obsolescence des pièces. L'obsolescence, c'est quand les pièces ne sont plus fabriquées. Un train, ça dure 30, 40, voire 50 ans. Forcément, au bout d'un moment, les pièces ne sont plus forcément fabriquées par notre fabricant initial. Et donc, on peut, nous, les reconcevoir, enfin les refabriquer par nous-mêmes. Et puis, il y a tout un pan également qui est très intéressant, qui est un pan de la réparation des pièces endommagées. Donc, par exemple, des cartières d'huile qui peuvent avoir des impacts ou des trous. On peut, par procédé qu'on appelle WAM, Wire Arc Additive Manufacturing, qui est en gros un processus de soudage, réparer ces pièces. Je passe très rapidement sur les métamatériaux. Les métamatériaux, c'est un domaine de recherche assez récent chez nous. Les métamatériaux, ce sont des matériaux dont on vient optimiser, qui sont des matériaux architecturés, c'est-à-dire avec une forme un peu particulière, qui permettent d'optimiser leur performance. À SNCF, donc on a testé ces métamatériaux pour les aspects acoustiques, et ça nous permet, grâce à ces aspects un petit peu, il y a des formes un petit peu particulières que vous voyez à droite, par exemple, d'améliorer les performances dans des gammes de basse fréquence qui sont très très compliquées à aller chercher pour isoler ou pour absorber des sons, parce que dès qu'on va vers les basses fréquences, il faut des matériaux très lourds, il faut des matériaux très épais, et donc en utilisant ces métamatériaux, on peut réduire la masse, on peut réduire les épaisseurs, les dimensions. Et puis je finirai juste par un aspect un peu plus peut-être un peu plus proche on va dire de ce que pourrait, de toute la partie, je vais y arriver, excusez-moi, énergie au sens fossile. Donc là, c'est toute la partie huile. En quoi SNCF s'intéresse et fait des recherches sur les huiles et les graisses? Tout simplement parce que les graisses, ça peut être des parties, ça peut être des composants très critique d'un point de vue sécuritaire. Sur les essieux, là vous voyez un essieu avec le monsieur, là, la personne qui est équipée, ça c'est un essieu de train, donc on voit deux roues, on voit au milieu il y a des disques de frein, et puis au bout il y a les roulements, donc les roulements c'est ce qui tient, enfin c'est ce qui maintient la caisse du train sur les roues. Eh bien, ces roulements, il faut absolument les graisser forcément pour lubrifier tout ce qui est à l'intérieur. Et ces roulements, ils sont soumis à des contraintes très très spécifiques parce qu'un train qui circule à 300 km/h avec les masses données, voilà, il faut être très
il faut avoir des graisses très performantes. Donc on voit, il y a des contraintes de service, il y a des contraintes de performance, il y a des contraintes de qualité, de sécurité et d'environnement. Et puis, quand ça se passe mal, eh bien, on a un laboratoire interne, SNCF, au sein de l'agence d'essais ferroviaires, qui vient regarder, qui vient ausculter qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on utilise tout un tas d'outils de laboratoire, des spectroscopies infrarouges, on étudie la viscosité, on fait de l'analyse morphologique avec des microscopes, on fait des mesures d'usure, et tout ça pour analyser qu'est-ce qui s'est passé et corriger, et j'ai fini, je conclus là-dessus, corriger la défaillance. Donc pour conclure mon propos, désolé d'être un tout petit peu long, moi le propos que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est que SNCF, tel qu'on le connaît, c'est un groupe qui est au service des clients, hein, c'est un transporteur. Donc vous avez dans l'image, dès qu'on vous parle de SNCF, vous avez dans l'image les contrôleurs, vous avez en l'image le conducteur et puis peut-être les gens qui vous accueillent en gare. Mais en fait, SNCF, c'est aussi et surtout un groupe industriel qui a des technicentres, qui fait de la maintenance, qui design, qui répare, qui rénove, qui modernise, et donc avec toute la partie qui va derrière. Et donc pour nous, innover, hein, c'est préparer la transformation du groupe dans un contexte où on voit hein, les progrès techno vont à une vitesse folle, et puis la concurrence qui arrive. Donc pour nous, c'est essentiel, et la chimie fait partie des éléments sur lesquels on doit absolument innover pour pérenniser notre groupe. Voilà. Merci beaucoup Fabien Le Tourneau pour ce témoignage.